Remercier cette invitation qui m'a été faite pour vous parler des complications du diabète, l'une des complications les plus graves. Au moment donc où on a commencé à travailler un tout petit peu sur cette question, on a réfléchi à la façon de présenter cette communication. Est-ce qu'il fallait aller dans les détails, pas aller dans les détails? Mais finalement, on s'est dit que l'essentiel, c'est qu'on arrive à la fin de cette communication à vous faire comprendre de la nécessité d'une collaboration étroite entre l'ophtalmologiste, le généraliste, le diabétologue. Car si on a envie de sauver la vue de ce malade, il faudrait qu'on apprenne à travailler ensemble. Car aujourd'hui, il est inconcevable, de même que les femmes continuent à mourir du cancer du sein ou de l'utérus, que des hommes continuent à mourir du cancer de la prostate, que nous voyons là des gens devenir aveugles avec des complications du diabète. Donc, la rétinopathie diabétique est donc une importante cause de cécité de malvoyance et qui est la première cause de cécité, c'est le sujet jeune. Le diagnostic donc précoce permet donc d'éviter ces complications. Le diagnostic des formes asymptomatiques de la rétinopathie diabétique et leur traitement par photocoagulation vont permettre d'éviter les complications et de stabiliser la baisse visuelle. Le traitement, bien entendu, est dominé et reste dominé par la photocoagulation au laser, quoique de nouveaux traitements sont apparus dernièrement et qui vont permettre donc de ralentir la progression de la rétinopathie ou d'inhiber la survenue de la néovascularisation. Le diagnostic précoce donc de la rétinopathie diabétique et son traitement par photocoagulation permettent donc d'éviter ces complications et stabiliser la baisse visuelle. Même si le traitement reste dominé par la photocoagulation au laser, d'importantes études ont montré le rôle primordial que joue le déséquilibre de la glycémie, mais aussi les déséquilibres tensionnels. Du point de vue épidémiologique, 30% des diabétiques vont présenter donc une atteinte oculaire et des complications rétiniennes du diabète. Dans le diabète de type 1, l'atteinte oculaire existe pratiquement après 7 ans d'évolution. Et 90% des patients ont une rétinopathie diabétique après 20 ans d'évolution. Dans le diabète de type 2, un patient sur 5, malheureusement, va présenter une atteinte oculaire dès le diagnostic de diabète. Et 3 malades sur 5 vont présenter donc une rétinopathie après 15 ans d'évolution. Vous voyez donc que la fréquence de la rétinopathie diabétique va évoluer donc avec l'ancienneté du diabète, avec l'hypertension artérielle qui existe parallèlement et le mauvais équilibre de la glycémie. L'hyperglycémie, pour faire bref, va entraîner donc des anomalies vasculaires. Ces anomalies, elles peuvent porter soit donc sur le calibre, soit sur la paroi, fragilité de la paroi. Ceci est un fond d'œil normal. Vous voyez donc cette rétine qui est très belle, les vaisseaux sont réguliers, la rétine semble très bien irriguée, mais donc nous avons entouré au centre cette vision, cette partie. Cette partie, c'est la région maculaire, qui aussi petite qu'elle est, malheureusement, elle est responsable des 9/10 de l'acuité visuelle. L'examen donc de la rétine va permettre d'affirmer donc la présence de la rétinopathie et donc d'affirmer sa sévérité. Nous allons essayer de passer en revue les lésions élémentaires. Il peut s'agir de microanévrisme, il peut s'agir d'hémorragie rétinienne. Les microanévrismes sont visibles ici en points blancs, les petits points blancs brillants, à l'angiographie fluorescénique. Il peut s'agir de nodules cotonneux. Il peut s'agir d'hémorragie intrarétinienne en tache,
que nous voyons ici en noir sur une lumière anérythre du fond d'œil. Les anomalies veineuses aussi existent. Il peut s'agir de dilatation, comme ici, de boucles vasculaires, de formation du chapelet. Les anomalies intrarétiniennes microvasculaires, qu'on appelle AMIR, sont bien visibles en angiographie. Les néovaisseaux rétiniens, que nous voyons ici, ces néovaisseaux, ils peuvent être soit des néovaisseaux au niveau de la rétine, soit au niveau de la papille, et c'est la gravité de ces néovaisseaux qui va entraîner très souvent la perte de la vision par les hémorragies quelquefois cataclysmiques qu'elles provoquent. L'œdème maculaire. L'œdème maculaire, lui, est aussi responsable de la baisse de la vision centrale. Nous voyons ici des exsudats. Ceci est bien visible ici par un OCT, ça c'est l'OCT normal, et ça c'est un OCT où il y a un œdème maculaire. Quels sont les examens complémentaires qu'on demande? Une simple photographie du fond d'œil va nous permettre d'analyser les différents signes qui sont présents. Et l'angiographie fluorescénique, qui est un complément de l'examen du fond d'œil, va préciser donc le degré de sévérité de la rétinopathie diabétique. L'échographie du segment postérieur est quelquefois utilisée quand le fond d'œil n'est pas visible, quand on a une hémorragie intravitréenne ou en présence d'une cataracte. Un examen qui est relativement récent, c'est l'OCT, qui est une méthode non invasive qui va permettre donc de mesurer l'épaississement rétinien. Et là aussi, son intérêt, c'est sa bonne reproductibilité. Nous avons donc diagnostiqué la rétinopathie diabétique. Comment la classifier? Les lésions sont tellement multiples et quelquefois elles se combinent. Et nous allons avoir des tableaux différents. Mais il faut classifier donc la rétinopathie diabétique pour juger de la progression de cette affection, évaluer l'efficacité des traitements. Sans rentrer dans les détails, on peut vous dire que la classification la plus utilisée actuellement, c'est celle de l'ETDRS simplifié, qui va classer la rétinopathie en rétinopathie non proliférante, rétinopathie proliférante, et ensuite l'association avec une maculopathie diabétique. Cette rétinopathie non proliférante, elle peut être minime, modérée ou sévère. De même que la rétinopathie proliférante, elle peut être minime, modérée, sévère, ou bien compliquée par des hémorragies intravitréennes, par un décollement de la rétine, etc. L'association et l'existence d'une maculopathie va nous permettre aussi de classifier la maculopathie en œdème focal, en œdème diffus ou en maculopathie ischémique qui est très très grave. Quelles sont les règles de dépistage et de surveillance de la rétinopathie diabétique? Dès que vous avez diagnostiqué un diabète, l'examen du fond d'œil doit être fait tout de suite. Ensuite, s'il n'y a pas de rétinopathie, on fera un fond d'œil annuel, voire quelquefois tous les 6 mois. Ensuite, dès que vous avez l'apparition des premiers signes de rétinopathie diabétique, nous avons des angiographies qui sont faites et c'est un examen beaucoup plus spécialisé. Dans le diabète de type 2, le fond d'œil va permettre quelquefois de découvrir une rétinopathie diabétique et l'angiographie sera faite aussi dès les premiers signes de rétinopathie diabétique. Quelles sont les circonstances particulières qui vont justifier une surveillance ophtalmologique rapprochée? Au niveau de la puberté et de l'adolescence, vous savez qu'à partir de 10 ans, l'examen ophtalmologique va devenir plus aisé et plus facile à faire. Cette surveillance sera bien entendu renforcée entre 16 et 18 ans, et surtout s'il existe une rétinopathie diabétique. Et le contrôle sera fait tous les 3 à 6 mois si ceci est justifié. Chez une femme enceinte, un fond d'œil, une femme enceinte diabétique, un fond d'œil est fait avant ou au début de la grossesse. En l'absence de rétinopathie diabétique, on se contentera d'une surveillance trimestrielle et une surveillance dans le postpartum. En présence d'une rétinopathie diabétique, la surveillance se fera
mensuellement, et là aussi, en cas de chirurgie de la cataracte et en cas de décompensation tensionnelle ou rénale. La surveillance de la rétinopathie diabétique, en l'absence de rétinopathie diabétique, on fera une surveillance annuelle du fond d'œil. En cas de rétinopathie minime, on fera un fond d'œil et une angiographie annuelle. En cas de rétinopathie non proliférante modérée, un fond d'œil sera fait et une angio tous les 6 mois, et qui peut être aussi plus rapproché en cas de maculopathie associée. Si un traitement par laser maculaire est fait, le fond d'œil et l'angiographie seront faits 4 à 6 mois après la fin du traitement. La rétinopathie sévère, quant à elle, non proliférante sévère, fond d'œil et angiographie 4 à 6 mois. On fera une photocoagulation panrétinienne en cas de grossesse, en cas de chirurgie de la cataracte, et s'il y a un déséquilibre glycémique et un suivi aléatoire. Quand on a une rétinopathie proliférante, la PPR, c'est-à-dire la photocoagulation panrétinienne, est faite assez rapidement selon l'état et la gravité de cette atteinte. Le fond d'œil et l'angiographie sont demandés tous les 4 à 6 mois, plutôt 4 à 6 mois à la fin du traitement. L'œdème maculaire. L'œdème maculaire, vous pouvez vous-même avoir une idée et savoir quand est-ce que votre patient commence à faire une atteinte maculaire. Il va vous dire, docteur, depuis quelques jours, je vois les choses déformées, les lignes déformées. Et ce sont ces exsudats et cet œdème qui sont responsables de cet état. En absence de traitement, bien entendu, on va aller vers les complications. L'hémorragie dans le vitré, qui peut, elle, se compliquer d'un décollement de rétine tractionnel, très difficile à traiter, et où le pronostic sera encore un peu plus réservé. On peut avoir un glaucome néovasculaire, là aussi, dont le traitement est très très difficile et qui conduit très souvent à la perte définitive de la vision. Concernant le traitement, bon, j'ai essayé un tout petit peu de simplifier les choses, mais ce traitement n'est pas uniquement du ressort de l'ophtalmologiste. Le contrôle de l'équilibre glycémique et tensionnel est indispensable. Il faut traiter la rétinopathie et traiter le diabète. Les traitements physiques que nous avons, c'est le laser actuellement, c'est le traitement de la rétinopathie donc sévère. Elle permet donc la régression des néovaisseaux qui sont responsables de saignements, qui sont responsables de décollement de la rétine après et qui vont conduire inéluctablement à la perte de l'œil. En cas de maculopathie diabétique, cette photocoagulation se fait selon la localisation de l'œdème. Une photocoagulation focale et extramaculaire peut être faite. Une photocoagulation en quinconce. Là aussi, plus on s'approche de la région fovéale, plus le risque de baisse de vision est important, parce que vous savez que le laser va détruire, les zones malades, mais il va entraîner donc des cicatrices, et ces cicatrices, elles aussi, peuvent grandir et augmenter donc la baisse de la vision de votre patient. Actuellement aussi, on a recours à certaines injections intravitréennes qui peuvent être des corticoïdes ou bien du Lucentis, de l'Avastin, et ceci relève beaucoup plus de la spécialité. En conclusion, la rétinopathie diabétique reste une cause majeure de malvoyance et de cécité. Une amélioration de son dépistage, la surveillance régulière doivent permettre d'éviter son évolution vers les complications graves. Toute découverte du diabète doit s'accompagner d'un examen du fond d'œil. L'équilibration stricte de la glycémie et de la tension artérielle, associée à une surveillance annuelle du fond d'œil, est le meilleur traitement préventif de la rétinopathie diabétique. Le traitement par laser va empêcher l'apparition de complications de la rétinopathie et de stabiliser la baisse visuelle liée à l'œdème maculaire. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. Tout ce que j'ai dit aurait pu se résumer à la première phrase.
collaboration, généraliste, diabétologue, ophtalmologiste. Maintenant, j'ai fait deux petits QCM, si vous voulez, deux petits quiz, pour attirer votre attention sur certaines choses. Un malade vient vous voir et vous dit « Je suis diabétique ». Est-ce que ça va passer? Est-ce que ce sont mes lunettes qui sont un tout petit peu sales? Est-ce que je dois prendre un rendez-vous chez l'ophtalmologiste? Ou est-ce que je dois consulter en urgence? J'attends votre réponse. Ça va passer. Ça ne passera pas. Mes lunettes sont sales? Je ne pense pas. Je prends rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Je suis désolé, je consulte en urgence en ophtalmologie. Il y a une question que votre malade va vous poser. Mon ophtalmologiste me préconise un laser. Je ne le fais pas. Je fais le laser car ça m'évitera des complications. Je fais le laser parce que je pense que je verrai mieux après. Ou bien, comme je dois faire du laser, est-ce que mon diabète n'a pas besoin d'être équilibré? Alors, la réponse, la B. Donc, nous comptons sur votre collaboration pour sauver la vue de ces malades. Merci de votre attention.